déjà, ce webinaire est organisé par le réseau Via Compétences et le réseau des CARIF OREF, Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Yolande Nodin. Moi, je suis chargée d'information et d'orientation à Via Compétences. Alors, sur ce webinaire, bien évidemment, je ne suis pas toute seule puisque l'équipe de Via Compétences m'a aidée. Donc, nous avons Régis Berry qui s'est occupé de la documentation, qui vous a concocté une base d'informations que vous pourrez avoir accès également après le webinaire sur ce thème. Aurélie Sabatier qui nous rejoint sur le côté technique, ainsi que Jérôme Alizé. Et puis, nous avons Anne-Claire Auriol qui sera au chat. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser dès que possible. Voilà, donc les présentations étant faites, rappel évidemment de l'objectif. Quand on a créé ce webinaire, on a voulu vous donner des informations assez précises sur la prise en charge des personnes effectivement qui souhaitent créer, entreprendre. Et puis nous utilisons, comme vous l'avez vu, la technique Webikeo. Alors pour ce webinaire, bien évidemment, j'ai invité 3 intervenants pour pouvoir en parler. Donc nous avons avec nous Madame Maria Lombard. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Maria Lombard, je suis conseiller d'entreprise rattachée au service création, reprise et transmission d'entreprise de la CCI Puy-de-Dôme. Parfait. Nous avons aussi Madame Carole Jouvin. Bonjour à tous, je suis conseillère en charge de la création et reprise d'entreprise et je suis basée sur le pôle emploi d'Aurillac-Mauriac. Parfait. Monsieur Abbas Souliman Diourté. Bonjour à tous, effectivement je suis Abbas Souleymane Diurté, chargé de projet entrepreneuriat chez Clermont Auvergne Pépite. Donc on s'adresse aux étudiants qui souhaitent entreprendre. Parfait. Alors commençons sans plus attendre. Je vois que nous sommes nombreux à être connectés. Alors, les présentations étant faites, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui sollicite beaucoup d'engouement en ce moment. La presse en parle. Alors, une question à se poser, effectivement, on se rend compte en comparant les chiffres de 2018 et 2019 qu'il y a eu une augmentation sur le plan national de la création d'entreprises de plus de 18%. Et on remarque, vous le voyez à côté du schéma de la carte de France, vous voyez que plus les immatriculations en micro-entreprises ont augmenté de 25%. Donc effectivement, ça pose question. On pourrait se dire, est-ce que c'est toujours d'actualité en 2020 ? Eh ben effectivement, sur ce schéma d'INSEE là qu'on a pu récupérer les chiffres de 2020, on voit que sur le premier semestre, la création d'entreprises est encore élevée, puisqu'on enregistre 850 000 créations d'entreprises, plus 35 000 notamment de nouvelles entreprises en 2010 par rapport à 2019. Après, on se rend compte aussi que la création d'entreprises, la micro-entreprise reste encore importante. Vous voyez, ce sont les entreprises individuelles sur les schémas, vous voyez ces deux en couleur, est encore en forte création. Et finalement, un article des Échos qui est paru en février 2021 incite bien en disant insiste sur le fait que les Français, finalement, malgré la crise Covid, n'ont pas renoncé à la création d'entreprises. Alors, on pourrait se poser aussi la question de savoir qu'en est-il sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors, ce que je vous propose au niveau de ce webinaire, c'est de commencer effectivement avec Madame Lombard sur les chiffres de la création d'entreprises en région Rhône-Alpes-Auvergne. On va commencer aussi à s'intéresser pourquoi les gens entreprennent et notamment les jeunes, les étudiants, avec Monsieur Diourté. Et puis, on aura une présentation des différents statuts de la création d'entreprise. C'est pas simple de se repérer dans les statuts, avec bien évidemment un zoom sur la micro-entreprise par Madame Lombard, pardon, excusez-moi, par Madame Lombard. Et puis, par contre, nous reviendrons effectivement sur le panorama des réseaux et des acteurs. Et là, nos 3 intervenants prendront la parole en fonction de leur structure pour nous présenter un petit peu leurs dispositifs. Voilà. Alors, commençons tout de suite. Je vais laisser la parole tout de suite donc à Madame Lombard de la CCI pour nous présenter un petit éclairage sur les chiffres de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Effectivement, alors les chiffres sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, donc vous le voyez à l'écran, en 2019, il y a eu 100 276 immatriculations, donc une très forte progression au niveau de la région, même un peu plus importante qu'au niveau national, et supérieure à ce qui s'était passé en 2018 par rapport à 2017, puisqu'on était simplement, c'était déjà beaucoup, à une progression de 17%.
La création d'entreprises d'une manière générale sur la région hors micro a progressé de 11%. Donc, on aura l'occasion d'y revenir, mais on voit bien que la micro-entreprise porte énormément les créations d'une manière générale. Donc, plus de 50% des créations sont des micros. C'est vraiment un phénomène maintenant. Et il y a eu 38% de micro-entreprises en plus en 2019 par rapport à 2018. Il y a eu un vrai regain du régime micro sur cette année-là. Donc ensuite, le nombre d'immatriculations par secteur d'activité, bon, vous le voyez, hein, dans les créations qu'on vient d'évoquer, 5,3% concernent les activités liées au domaine de l'industrie, 13,5% au commerce et secteur assimilé, 10,8% dans le secteur du BTP et 70%, plus de 70% dans les activités de service d'une manière générale. Alors, effectivement, ça interroge ce dernier chiffre-là, 70,4%. Donc, effectivement, comment vous l'expliquez? C'est vrai que c'est énorme, hein, et nous, on le constate au quotidien dans les activités, les porteurs de projets qu'on accompagne. C'est les services d'une manière générale, mais à l'intérieur de cette grosse nomenclature service, on a détecté une très forte progression de tout ce qui était on va dire transport et logistique, c'est en fait porté par la livraison à domicile. Les personnes vraiment actuellement souhaitent se faire livrer et ça a créé énormément d'activités. Alors certes en micro, mais liées à ce secteur d'activité. Il y a également les services au ménage d'une manière générale et on voit aussi tout ce qui est lié de près ou de loin aux services, aux entreprises. Mais c'est vraiment le service au ménage et toutes les activités de logistique, transport et acheminement de courrier. Mais on est vraiment là dans la livraison à domicile, hein, la livraison de colis, la livraison de repas. C'est vraiment ce qui a boosté les activités de service d'une manière générale. Parfait, merci pour cet éclairage. Et c'est vrai qu'on se pose la question pourquoi les gens entreprennent, décident d'entreprendre. Alors, pendant très longtemps, effectivement, c'est plutôt la création, créer son propre emploi, hein, on le voit bien, ou alors éventuellement évoluer sur d'autres postes pour pouvoir acquérir des compétences, prendre des responsabilités. Et c'est vrai que depuis peut-être l'effet Covid, une nouvelle donne rentre en ligne de compte. C'est effectivement beaucoup de gens, c'est pour donner un nouveau sens à leur travail, une recherche de valeur. Alors, on va essayer de voir un petit peu avec Monsieur Diorté, qu'est-ce qu'il en est au niveau des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Monsieur Diorté. Merci Yolande de me donner la parole. Bonjour à tous. Alors, il faut savoir que l'entrepreneuriat des jeunes, surtout des étudiants, parce que c'est notre cible chez Clermont-Auvergne Pépite, est un axe de développement principal du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, c'est dans ce cadre-là que, au sein des universités, il y a des services qu'on appelle des pépites. À Clermont et dans la région Auvergne, nous avons donc Clermont-Auvergne Pépite, qui est un service qui est rattaché à l'université de Clermont et du groupe INP, et qui fait partie d'un réseau finalement de pépites en France, donc qui est au nombre de 33, enfin de 33 structures partout en France. Sur l'année 2020-2021, nous avons accompagné jusqu'à 161 étudiants entrepreneurs. Il faut savoir que donc notre valeur ajoutée est que on a ce qu'on appelle la labellisation étudiants entrepreneurs. Donc, les jeunes étudiants qui souhaitent entreprendre, on peut les accompagner et donc leur délivrer une attestation, un statut qu'on appelle le statut d'étudiant entrepreneur. On verra plus tard quels sont les avantages de ce statut. Juste pour précision, tous les services que l'on met à disposition des étudiants est entièrement gratuit. Et c'est à destination de tous les étudiants sans distinction de formation ou de niveau d'études. Alors, je reviens juste une toute petite question. Vous avez cité NPI. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Parce que pour nos Le auditeurs. groupe, le groupe INP, Ah, INP, pardon. c'est le regroupement en fait des différentes écoles ingénieurs dans le cadre d'une stratégie de développement et de rayonnement. Donc, les différentes écoles d'ingénieurs de la région Auvergne, à savoir Sigma, Lysima, Polytechnique, se sont regroupées et ont formé un groupe.
Donc D'accord. nous sommes portés par ce groupe-là et l'UCA. Et d'ailleurs, nos locaux sont basés à Sigma Clermont pour les étudiants qui nous chercheraient. Et donc voilà pour l'INP. Merci. Alors, le Et donc statut. pour continuer donc dans cette même lancée, je vous disais que nous on a une labellisation qui nous permet de délivrer le statut national d'étudiant entrepreneur. Cette labellisation, elle est donc obtenue dans le cadre d'un appel à projet national autour de l'esprit d'entreprendre. Donc dans ce cadre, nous avons trois missions principales: sensibiliser, former et accompagner les étudiants qui souhaitent entreprendre. Donc, les actions de sensibilisation passent notamment par aujourd'hui la participation à ce webinaire, l'organisation d'événements en direction des étudiants, des conférences, des activités liées à la découverte de l'entrepreneuriat. Ensuite, nous avons la formation qui va concerner les étudiants porteurs de projets et qui sont déjà venus nous voir et qui bénéficient du statut national d'étudiant entrepreneur. Ils vont donc pouvoir bénéficier de formations spécifiques sur les aspects juridiques, réglementaires, financiers, etc. de leur projet. Ensuite, nous avons tout un aspect d'accompagnement à destination des étudiants. Donc, à travers les étudiants qui ont le statut national d'étudiant entrepreneur, mais aussi les jeunes diplômés de moins de 3 ans qui souhaitent travailler sur leur projet et avoir un statut d'étudiant. Nous les accueillons dans un parcours qui s'appelle le D2E, donc le diplôme d'étudiant entrepreneur, qui est ouvert donc aux jeunes qui ont fini leur diplôme et qui souhaitent avoir un an de plus le statut d'étudiant pour pouvoir continuer à travailler sur leur projet. Donc, on va aussi les accompagner avec un accompagnement individualisé, des mises en relation avec avec des experts de différents domaines. D'accord. Et est-ce que vous faites un suivi des étudiants qui passent dans votre service finalement, après, quand ils ont créé ou pas, peut-être? Oui, on fait un suivi, mais je tiens à préciser que alors l'objectif de création d'entreprise n'est pas notre objectif premier. Notre objectif premier, c'est de former les jeunes à l'entrepreneuriat pour que ça soit une compétence pour eux. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est très rude. Donc, Mmh. notre valeur ajoutée, c'est de permettre aux jeunes, aux étudiants, de découvrir l'entrepreneuriat, de savoir qu'il y a cette alternative-là au salariat. Et donc, s'ils ne créent pas, c'est pas du tout un problème. Mais Mmh. néanmoins, on fait quand même un suivi de nos projets, des étudiants qui créent. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons l'entreprise Capilum qui a été créée, qui fait du recyclage de cheveux et donc qui est créée actuellement, qui est une start-up qui est en pleine croissance dans la région. Nous avons aussi des marques de vêtements, je pense notamment à la marque Animose, qui est une marque éthique qui s'engage pour la cause animale. Ces différentes entreprises-là ont été créées par des étudiants qu'on a accompagnés et qui ont commencé leur projet chez nous. Tout à fait, merci. Ça donne un éclairage, un peu une illustration, de ça. Alors maintenant, il faut effectivement, pouvoir, savoir sous quel statut créer son entreprise, ce qui est pas toujours simple. Donc là, je me tourne, vers madame Lombard qui puisse nous expliquer un petit peu les différents statuts, les conditions, les régimes. Je vous laisse la parole. Mmh. Oui, effectivement, le choix du statut est quasiment l'une des premières questions que l'on nous pose lorsqu'on vient au service création et qu'on a un projet d'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment la grosse question. Choisir son statut juridique, c'est ce qui permet de donner une existence légale à toute entreprise. Donc, vous avez toujours le choix en tant que porteur de projet de créer soit une entreprise individuelle, soit une société. Donc, on va voir un petit peu dans le détail les aspects, les avantages et les inconvénients de l'une par rapport à l'autre. Donc, l'entreprise individuelle, c'est une entreprise en nom propre. C'est une création en tant que personne physique. Donc, les principaux avantages, c'est qu'effectivement, en étant seul maître à bord, le porteur de projet a une très grande liberté d'action. Il n'a de compte à rendre à personne, si ce n'est de temps en temps quand même à son banquier quand ça va pas trop bien. Il n'y a pas de formalisme de fonctionnement. En dehors de déposer son compte de résultat à l'administration fiscale pour le calcul de ses impôts, il n'y a pas d'autre formalisme.
Il n'y a pas non plus, et c'est un avantage pour beaucoup de porteurs de projets, d'obligation de déposer un capital, donc de disposer d'un capital obligatoire avant de pouvoir lancer l'entreprise. Donc ça, ce sont les avantages. Les inconvénients, c'est qu'effectivement, il y a confusion des patrimoines. L'entrepreneur, personne physique, est responsable des dettes de son entreprise, y compris sur ses biens propres, solidairement et indéfiniment. La seule chose qui ne peut pas lui être prise si vraiment ça se passait mal, c'est sa résidence principale qui est protégée de droit depuis la loi Macron. Au niveau de l'impôt, l'entrepreneur individuel est imposé sur le résultat de son entreprise au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il y a une petite spécificité pour l'entreprise individuelle à responsabilité limitée qui peut prendre une option pour l'impôt sur les sociétés. Mais c'est vraiment quelque chose de très, très particulier. Le dirigeant de l'entreprise individuelle est toujours un travailleur non salarié. Donc, il bénéficie au niveau protection sociale du régime des TNS, qu'on appelle nous les TNS, les travailleurs non salariés. Donc, une branche spécifique au niveau de la sécurité sociale qui gère ce régime-là. Si on ne souhaite pas être entrepreneur individuel, on a la possibilité de créer une société. On verra un peu plus loin les différentes formes les plus créées depuis quelques années. Donc, une société est une personne morale, indépendante de son dirigeant. Donc, en termes d'avantages par rapport à l'entreprise individuelle, c'est que la société étant une entité juridique distincte de son dirigeant, il n'y a, à l'inverse de l'entreprise individuelle, pas de confusion des patrimoines. Le dirigeant est responsable des dettes de son entreprise, des dettes éventuelles, mais c'est une responsabilité limitée à ses apports en capital, uniquement. Bon, sauf clause très particulière ou malversation ou des choses qui pourraient le rendre pénalement responsable. Oui. Mais en dehors de ça, il n'est responsable qu'à hauteur de ses apports. L'entreprise individuelle, la société, donc en termes de... Ah, excusez-moi, je me perds. La société, donc en termes de désavantages, effectivement, par rapport à l'entreprise individuelle, il y a un formalisme de création et de fonctionnement qui est bien plus lourd. Il faut un capital social de démarrage, il faut des statuts écrits, il faut une nomination officielle des dirigeants et en cours de vie de l'entreprise, toutes les décisions doivent être consignées dans des procès-verbaux et dans des registres et l'obligation minimale, c'est de réunir une assemblée générale une fois par an. Et bien sûr, donc, de convoquer et de rendre compte aux différents associés ou actionnaires en fonction de la structure qu'on aura choisie. La société est imposée à l'impôt sur les sociétés. Alors, il peut y avoir une particularité là aussi pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui sera à l'IS sur option. Le régime d'imposition de droit et l'impôt sur le revenu, donc le URL, peut opter pour l'IS. Le dirigeant de la société est soit travailleur non salarié, ou alors il peut être assimilé salarié en fonction du type de société qu'il aura créé et de la répartition de ses parts au capital. Voilà, ça je pourrais répondre à des questions s'il y en a par ailleurs. On va retourner sur l'entreprise individuelle. Donc, si vous souhaitez démarrer seul, vous pouvez créer une entreprise individuelle qu'on a évoquée tout à l'heure, donc en nom propre. Alors attention, depuis quelques années déjà, l'entreprise individuelle est de droit au régime micro. On n'y pense pas suffisamment. Si vous ne demandez rien, vous êtes d'office au micro. Donc, si vous souhaitez bénéficier d'un régime d'imposition classique, au réel simplifié par exemple, il faut le demander. Si vous ne créez pas une entreprise individuelle, vous pouvez créer une société unipersonnelle. Donc, soit le URL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, on dit aussi SARL unipersonnelle, ou alors une SASU, donc une société par action simplifiée, unipersonnelle. Et en 2019, il s'en est créé énormément des SAS, y compris unipersonnels.
Si, à l'inverse, vous souhaitez démarrer avec d'autres personnes, donc avec des associés, vous êtes là effectivement contraint de créer une société. Donc, il y a différentes sociétés. On a mis la première, la société anonyme, qui est essentiellement une société de capitaux. Donc, c'est des structures que nous, on accompagne très peu. Ensuite, la SAS, je viens de l'évoquer, la société par action simplifiée, qui peut être unipersonnelle également, je viens de le dire. La SARL, où il faut être au moins 2 associés. La société en nom collectif, qui est une forme un petit peu particulière qu'on voit de moins en moins. C'est une façon de s'associer. Ça marche très très bien pour les couples qui exploitent des tabacs, puisque c'est la seule forme de société qui est admise pour exploiter une licence de tabac. Ou la société d'économie libérale à responsabilité limitée pour certaines professions libérales qui souhaitent effectivement s'associer entre elles. Ce qu'on voit le plus, ce qui se crée le plus, que ce soit chez nous, dans le Puy-de-Dôme ou d'une manière générale au niveau France, ce sont les SARL et les SAS. Et on sent bien que la SAS est en train de prendre le pas quand même sur la SARL. Donc, dans la SARL, si le gérant est majoritaire, il est travailleur non salarié et il a effectivement des cotisations minimales à payer pour assurer sa protection sociale, même s'il ne se rémunère pas du tout. Donc, il y a toujours des cotisations minimales dans la SARL. Dans la SAS, à l'inverse, le dirigeant a le statut d'assimilé salarié, c'est-à-dire qu'il cotise au régime des salariés pour absolument tout, sauf l'assurance chômage, puisqu'un mandataire social ne cotise pas et n'a pas le droit au chômage s'il se retrouve sans emploi. Et dans la SAS, ce qui peut paraître avantageux par rapport à la SARL, c'est que tant qu'il n'y a pas de rémunération pour le dirigeant, il n'y a pas de cotisation sociale à verser. Alors, effectivement, ces 2 formes que l'on vient d'évoquer peuvent s'appliquer à l'économie sociale et solidaire, aux entreprises donc de l'ESS, aux entreprises solidaires d'utilité sociale, mais également aux sociétés coopératives et participatives, au SCOP donc, et aux sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC, qu'on voit un petit peu moins, mais qui existent également. Si vous créez donc une entreprise dans ce type d'économie-là, vous devrez choisir d'être soit en SAS, soit en SARL. Et si vous voulez démarrer une entreprise autrement, sans vous engager encore vraiment et prendre le risque tout seul, eh bien, vous pouvez penser à intégrer une coopérative ou une couveuse d'activité, ou vous pouvez aussi éventuellement adhérer à des entreprises de portage salarial qui vous trouvent des missions et dans lesquelles vous avez le statut d'entrepreneur salarié. Voilà, on reviendra là-dessus s'il y a des questions. Et passons au régime un peu particulier de la micro-entreprise. Oui, alors on l'a dit, ce régime bénéficie d'un très très fort engouement puisque la moitié des créations d'entreprises en France se font en micro. Alors le premier point, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça reste une entreprise individuelle. C'est une entreprise à part entière, mais avec un régime fiscal, social et comptable très 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 simplifié, allégé. Donc voilà, alors, je pourrais répondre à des questions puisqu'on n'a pas rentré dans le détail. Oui. Donc ce régime micro est particulièrement adapté effectivement à une petite activité à forte valeur ajoutée et surtout qui va nécessiter peu d'investissement au démarrage et peu d'achats en cours d'activité. Alors le régime micro peut être ouvert à tout type d'activité sauf les activités relevant du régime agricole et qui socialement dépendent de la MSA. Alors nous, on a mis les paysagistes parce que les paysagistes sont des prestataires de services immatriculés au registre du commerce, mais qui dépendent du régime agricole au niveau de la couverture sociale. Donc ces gens-là ne peuvent pas être en micro. Les activités qui relèvent de la TVA immobilière ou intermédiation financière et les activités artistiques qui sont exclues. Les principales caractéristiques, donc on a des seuils de chiffre d'affaires effectivement à ne pas dépasser, mais qui ont été bien relevés il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc on est confortable au niveau du seuil de chiffre d'affaires. On l'est un peu moins au niveau de celui de la TVA, on aura l'occasion d'y revenir. Les formalités comptables et fiscales très réduites, il n'y a pas de bilan, pas de compte de résultat,
Et il faut déclarer son chiffre d'affaires de l'année en même temps que sa déclaration personnelle de revenus. Les cotisations sociales sont calculées sur la réalité d'un chiffre d'affaires avec un taux fixe et connu d'avance. Donc, vous n'avez pas d'avance de cotisation à payer. Il n'y a pas de montant forfaitaire qui s'applique au démarrage. C'est vous payez en fonction du chiffre d'affaires. Pas de TVA ni à facturer ni à récupérer. Donc, on est en franchise de TVA. De même, vous ne pouvez déduire aucune charge. Donc, il n'y a pas de compte de résultat, pas de charge à déduire de votre chiffre d'affaires. Mais en revanche, il y a un abattement légal qui s'applique sur votre chiffre d'affaires pour compenser ces charges que vous ne pouvez pas déduire et qui permet de calculer le revenu imposable. Et bien évidemment, comme il n'y a pas de charge à déduire ni à constater, il n'y a pas d'amortissement possible sur vos investissements. D'accord, merci pour ces précisions. C'est vrai que c'est assez complexe en fait et souvent créer, c'est un peu être accompagné. Et comment se repérer maintenant? On va voir en fonction des différentes structures un peu le panorama des réseaux d'accompagnateurs à la création. Alors, ce que je vous propose peut-être, parce que chacun a un peu sa spécialité en fonction du public, ça peut être effectivement un aspect financier, spécialiste du conseil, voire du tutorat. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer peut-être par Pôle emploi avec Carole Jouvin qui va nous présenter les possibilités d'accompagnement pour Pôle emploi. Alors effectivement, Pôle emploi va accompagner les porteurs de projets, que ce soit du stade de l'émergence jusqu'au moment en fait de l'immatriculation. Et en fonction de l'état d'avancement du projet de chacun, on va pouvoir s'adapter en proposant des prestations qui sont donc gratuites pour les demandeurs d'emploi. La première qui se situe vraiment le plus en amont du projet, ça va être Actif Créa Émergence. Donc on va être sur une prestation qui est individuelle, qui peut durer jusqu'à 3 mois maximum. Ça peut être moins si moins est nécessaire. Après, au-delà de 3 mois, on passera sur un autre dispositif dont je parlerai après. Donc, c'est accessible à tout demandeur d'emploi qui envisage la création d'entreprise. Donc, on est vraiment à destination de quelqu'un qui en est vraiment au tout début de son idée, qui a parfois même pas d'idée du tout. Et l'idée, en fait, c'est de vérifier l'adéquation entre la personne et le projet d'entreprendre. Ça va permettre aussi après, donc pour les personnes qui ont un projet un peu plus défini, de définir les étapes de la création, les contours du projet. Et après, donc du coup, les prestataires qui proposent cette prestation varient selon les bassins d'emploi. Nous avons aussi des ateliers, donc atelier m'imaginer créateur d'entreprise, donc qui va durer une demi-journée et on va être aussi là sur voilà le tout démarrage où on prend en compte l'environnement, les partenaires, les tenants et les aboutissants de la création, voilà pour savoir si après on souhaite ou pas s'engager dans la démarche. Quand on a un projet qui est un tout petit peu plus avancé, c'est-à-dire qu'on a vraiment défini les contours, on va avoir l'atelier structurer mon projet de création qui lui dure une journée. Et là, on va un peu plus rentrer sur le contenu des aides qui sont existantes et des partenaires qu'on peut mobiliser en fonction du projet et du stade d'avancement. Voilà. Ensuite, si on continue d'avancer sur sa petite frise voilà, du projet de création ou de reprise d'entreprise, on va pouvoir positionner les personnes sur les accompagnements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a différents accompagnements qui se regroupent en 2 grandes parties. On a l'ambition région création qui va regrouper en fait la formation « Je construis mon projet », où on est sur une formation qui est financée, rémunérée à temps plein et où vraiment le créateur d'entreprise va avoir tous les éléments nécessaires à sa création. Et sinon, après, de façon individuelle et plus en rendez-vous ponctuel, on a donc le dispositif « Je lance mon projet », donc qui permet aux porteurs de projets qui souhaitent créer ou reprendre d'avoir un accompagnement renforcé pour concrétiser leur projet et vérifier la faisabilité du projet. Le dispositif « Je crée mon entreprise sociale ». Bon, là, on est effectivement sur quelque chose de plus spécifique qui va concerner l'entreprise, l'économie sociale et solidaire. Le dispositif « Je teste mon projet ». Donc, celui-ci va être plus à destination des personnes qui veulent envisager la création d'abord en passant par une couveuse ou une coopérative d'entreprise. Donc, c'est-à-dire ne pas s'immatriculer soi-même dans un premier temps, mais vérifier un petit peu son idée et le marché qui va avec en utilisant en fait le SIRET de la couveuse et sans créer une structure juridique, en tout cas pas à ce stade-là.
Ensuite, on a donc la solution Mhm. région création. Donc là, c'est pareil, on est un petit peu plus avancé dans le projet puisqu'on a le dispositif Je finance mon projet. Et donc là, en fait, on va accompagner les porteurs sur toute la partie financement. Donc ça veut dire qu'on va les aider à faire leur demande de subvention, de prêt à taux zéro, les garanties d'emprunt éventuelles. Et donc, une fois qu'ils rentreront sur ce dispositif de finance, ils auront après, post-immatriculation, un suivi dans le développement et la pérennisation du projet. Oui, alors justement, Carole, souvent, on a la question sur Pôle emploi, est-ce que le Pôle emploi finance vraiment la création Alors, on d'entreprise? finance pas, c'est-à-dire qu'on ne verse pas d'aide. J'utilise souvent la formule quand je suis avec les porteurs de projets, on ne fait pas de chèque en blanc. Par contre, Mhm. effectivement, les personnes qui se présentent à nous et qui ont des droits ouverts, donc droit à l'assurance chômage, vont avoir le choix en fait d'utiliser leurs droits, leurs allocations de deux façons différentes. Et là, on va conseiller en fonction voilà des choix qui auront été faits auparavant sur le dispositif le plus adapté. Donc les deux choix qu'on a, c'est Mhm. soit ce qu'on appelle l'ARS. Donc l'ARS, c'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Donc on appelle ça plus communément dans notre jargon le capital, puisqu'en fait le principe ça va être de verser 45% du reliquat de droit de la personne au moment de l'immatriculation. Donc ça veut bien dire qu'en fait il y a une partie qui va rester à Pôle emploi. Et les 45% qu'on verse, donc on va les verser en deux fois. Le premier versement va intervenir au moment de l'immatriculation et le deuxième versement 6 mois plus tard si l'entreprise est effectivement toujours en cours. La seule condition en fait pour pouvoir bénéficier de l'ARS, c'est d'avoir eu l'accord de l'ACRE. Qui est l'exonération des charges sociales la première année. Donc ça se fait auprès de son centre de formalité. Et vous ne pourrez bénéficier de l'ARS que si vous avez eu cet accord en amont. La deuxième option que peut avoir un porteur de projet, c'est le maintien mensuel des allocations. Et là, par contre, c'est un petit peu plus technique puisque ça va dépendre de son statut et de sa fiscalité. Soit le créateur est imposé sur les sociétés. Donc, ce cas de figure est le cas le plus simple, si j'ose dire, et le plus sécuritaire. Pôle emploi va verser le complément de chômage en fonction du montant de la rémunération qui sera décidée par le créateur lui-même et qui pourra nous prouver sur son PV d'Assemblée générale ou éventuellement par le biais d'une attestation comptable. Donc ça veut dire que Pôle emploi va vraiment se caler sur ce que le créateur va décider et il n'y aura pas de mauvaise surprise. Si le créateur est imposé sur le revenu. Donc là, par contre, il n'a pas la possibilité de justifier mensuellement des ressources qui seront perçues. Il pourra fournir simplement son avis d'impôt, mais ce sera qu'au bout d'un an. Et là, effectivement, en attendant, Pôle emploi va verser de façon forfaitaire 70% de l'allocation mensuelle. Et il y aura une régularisation qui sera opérée donc au bout d'un an. Donc là, ça veut dire qu'on navigue un peu à vue et que pendant un an, il faut savoir qu'on ne va pas forcément toucher le montant réel de ce qui va devoir être versé. Donc il y a une petite zone d'ombre à ce niveau-là dont il faut bien prendre la mesure, puisque après, une fois qu'on reçoit l'avis d'impôt, ça veut dire qu'on peut faire une régularisation en faveur du demandeur d'emploi, mais en sa défaveur aussi, c'est-à-dire faire un rappel. Et donc le dernier régime, qui est le régime de la micro-entreprise, donc là, ça veut dire que on va pouvoir se caler soit si la personne déclare mensuellement ses ressources auprès de l'URSSAF. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il pourra justifier après actualisation chaque mois de ce qu'il a perçu au niveau de son entreprise. Donc, on peut verser le complément en fonction de ce qu'il aura vraiment perçu, donc au réel. Donc toujours pareil après abattement, bien sûr. Si par contre il décide de se déclarer au trimestre, on repart un petit peu sur la même logique qu'au niveau de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas chaque mois nous justifier donc de ses ressources, il pourra juste le faire en fin de trimestre. Donc on verse pendant 2 mois 70% le même forfait en fait, et le troisième mois on régularise en versant ou en reprenant ce qu'on aurait trop versé. Voilà. Mhm. Donc effectivement, dès lors qu'on ne peut pas justifier mensuellement, on a forcément cette petite zone d'ombre dont il faut tenir compte. Les étapes, Voilà, donc là, ça vous peut-être? fait un petit peu le schéma
des différentes étapes, donc de l'émergence à la construction et au démarrage. Donc, on voit que sur toutes les prestations et les accompagnements que j'ai pu vous présenter, on a un nombre de partenaires et de prestataires qui sont très variés et très nombreux. Donc, on a parlé tout à l'heure, voilà, de l'actif créa. On peut travailler pour ça avec la CCI, avec la boutique de gestion créée. Les ateliers sont proposés donc par la Formac, par le Greta, par l'INFA. Les formations, pareil, peuvent être dispensées par BGE, par la CCI, par Archesis. Nos accompagnements, donc je lance, sont faits par la CCI, la Chambre des métiers et de l'artisanat et la BGE. Donc, je mets toujours des petits points parce qu'en fait, en fonction des bassins, ça peut être encore d'autres partenaires. Je peux pas citer tout le monde, hein, du coup. L'atelier, donc on en a parlé tout à l'heure. L'accompagnement de financement projet, ça peut être France Active, ça peut être le réseau Initiative. L'accompagnement je teste mon projet, donc là, ça va être spécifiquement avec les couveuses. Et puis, vous avez aussi après, voilà, tous les gens qui travaillent, on va dire, en parallèle dans le cadre de la création. Donc, je pense notamment aux experts comptables, aux notaires, à l'ADI, le CIDFF pour les femmes plus spécifiquement. Bon, voilà, les partenaires sont très variés. Il faut pas hésiter voilà, à demander auprès du Pôle emploi la liste des personnes qui peuvent intervenir en fonction de chaque bassin, en fait. Et de rien. Merci. Comment ça se passe du côté de la Alors, en CCI? complément de ce qui vient d'être dit par Carole Jovin, effectivement, la CCI intervient soit également sous forme d'ateliers et de formations collectives. Donc, on a en particulier l'un des premiers ateliers, c'est 10 clés pour entreprendre, où on va être sur un atelier de 3 heures et demie. On va dérouler avec les participants les différentes étapes pour construire son projet de création ou de reprise d'entreprise. Ensuite, on propose également un atelier dédié spécifiquement au régime micro, puisqu'on a effectivement beaucoup de demandes. Donc, c'est les bases, mais c'est un atelier vraiment fouillé sur ce régime particulier de la micro-entreprise. Et en termes de formation collective, donc on a une formation préalable à la création qui est une formation certifiante, hein, dont le cahier des charges a été élaboré par notre tête de réseau CCI France. Donc, cette formation 5 jours pour entreprendre, elle est dispensée dans toutes les chambres de commerce donc du territoire français. Donc, la formation, c'est 1 semaine sur l'ensemble des étapes donc pour construire son projet de création ou de reprise d'entreprise. Et dans cette formation, on fait intervenir donc non seulement des conseillers du service création de la CCI, mais également des professionnels experts, c'est-à-dire des experts comptables, des avocats, des professionnels de la protection sociale du dirigeant, des banques et des assureurs. Donc, pour avoir vraiment une vision globale de ce qu'est la création d'entreprise et tout ce à quoi il faut penser une fois qu'on a démarré. Donc, c'est une formation, je vous l'ai dit, certifiante, donc qui peut être prise en charge par le compte personnel de formation. Ensuite, dans le cadre de l'accompagnement individualisé qu'on propose aux porteurs de projets, on est effectivement prestataire dans le cadre du dispositif qui vient d'être évoqué par Carole, le dispositif Actif Créa Émergence. Donc, nous, on est prestataire. On répond à la demande de Pôle emploi et on propose des rendez-vous aux porteurs de projets qui peuvent entrer dans ce dispositif. Donc, des rendez-vous, mais aussi des ateliers collectifs. Vraiment, il y a 3 ateliers dans le parcours cette année. Donc, on a démarré depuis le mois de janvier sur ce dispositif. Et ensuite, on est également prestataire alors pour Pôle emploi, mais on peut aussi s'auto-prescrire des porteurs de projets dans le cadre de Je lance mon projet, donc cette action régionale. Donc là, on accompagne donc sur la durée. Donc les porteurs de projets bénéficient de 10 heures d'accompagnement pour les aider à finaliser leur projet de création d'entreprise et dans la mesure du possible d'accéder au financement. Donc puisqu'on va orienter ensuite, une fois que le parcours Je lance est terminé, vers Je finance mon projet qui vient également d'être évoqué. Voilà. Alors, je ne le vois pas tellement en bas de mon écran, mais on peut aussi proposer, donc la tête de réseau des chambres de commerce, CCI France a créé il y a quelques années une plateforme Internet dédiée à la création d'entreprises. Alors, je sais qu'il y en a d'autres, hein. Ça, c'est celle des chambres de commerce qui s'appelle CCI Business Builder, où le créateur peut déposer son projet de création d'entreprise, demander à être contacté par un conseiller, donc d'une chambre de commerce
de France, mais il peut également travailler en ligne sur son business plan tout en étant accompagné à distance. Et évidemment, ce de CCI Business Builder est évidemment une base d'information sur tous les aspects de la création d'entreprise. Voilà, c'est une connexion et un accès complètement gratuit. Alors, bah oui, rapidement, les partenaires de financement. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites par Carole du Pôle emploi. Donc, on travaille évidemment tous avec les mêmes partenaires. Donc, l'ADI, le réseau ADI, qui va proposer des solutions de financement pour de la toute petite entreprise. Donc, l'ADI est spécialisé du microcrédit et depuis quelque temps, ils ont développé aussi des solutions d'assurance, en particulier pour les micro-entrepreneurs. Le réseau initiative, ben oui, on travaille avec toutes les plateformes du département, donc 4 plateformes d'initiative locales qui proposent des prêts d'honneur, donc des prêts à taux zéro, aux porteurs de projets pour conforter leurs fonds propres. Donc, on accompagne, on aide au montage du dossier pour accéder à ces fameux prêts d'honneur. Un autre partenaire qui propose lui aussi des prêts d'honneur, c'est le réseau Entreprendre, mais qui est davantage orienté vers des projets à fort potentiel de développement ou de création d'emplois, donc ils vont nécessiter davantage de financement. Mais le principe est le même, c'est accorder des prêts d'honneur pour conforter les fonds propres du porteur de projet ou des différents porteurs de projet. Et un autre partenaire important et intéressant pour tous les porteurs de projets, c'est le réseau France Active et sa déclinaison auvergnate, donc France Active Auvergne, qui va proposer des solutions de garantie sur les prêts bancaires que les porteurs de projets vont devoir aller chercher. Donc, bon, France Active, je rentre pas dans le détail de leur offre, mais il faut juste se rappeler que leur cible privilégiée, ce sont les demandeurs d'emploi. Donc, pour accéder à une garantie France Active, il faut être demandeur d'emploi. D'accord, merci pour ces précisions. Je vais m'adresser à Monsieur Diorté au niveau des étudiants. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez en termes d'accompagnement? Alors, en termes d'accompagnement, donc on a plusieurs dispositifs, hein. Nous avons Campus Création qui s'adresse à tous les étudiants de l'université, enfin d'Auvergne déjà, en lieu libre, qui est ouvert en lieu libre et qui permet à des étudiants de différentes formations de pouvoir se retrouver en groupe et de travailler sur un projet de A à Z, depuis sa création jusqu'au montage. Bien évidemment fictif dans un premier temps, mais pour certains, ça débouche sur la demande de statut national d'étudiant entrepreneur et pourquoi pas aller plus loin si besoin. Donc ce dispositif s'appelle Campus Création et s'étale sur toute l'année universitaire. Nous avons donc le même dispositif, mais destiné aux écoles d'ingénieurs. Donc, ça s'appelle Campus Ingénieur. Ça s'adresse aux étudiants qui sont en école d'ingénieur. Pourquoi avoir séparé les deux? Parce que les contraintes pour les différentes catégories d'étudiants ne sont pas pareilles. Donc, notre ambition était de nous adapter au maximum d'étudiants possible. Donc, ce parcours existe. Ça permet à des étudiants pareils de différentes écoles d'ingénieurs de pouvoir se retrouver en groupe et de travailler sur un projet. Ensuite, nous avons notre programme étudiant entrepreneur. Donc là, on est dans le cadre des étudiants qui disposent du statut national d'étudiant entrepreneur, qui vont pouvoir bénéficier de plusieurs ateliers de formation dans l'année, des ateliers thématiques sur le business plan, le business model, le juridique, le financement, etc. Des ateliers qui sont animés par des experts de notre écosystème parce que Pépite travaille avec l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial de la région. Donc, on a des experts qui viennent animer ces ateliers-là. Nous avons un tout nouveau programme aussi qu'on a lancé cette année pour la première fois, qui est le programme Starter. C'est un programme national, donc porté par Pépite France, mais que tous les pépites au niveau régional ont la possibilité de décliner. Donc nous, on l'a monté cette année. C'est un programme qui s'adresse aux étudiants entrepreneurs qui souhaitent substituer leur période de stage obligatoire par un temps dédié au travail sur leur projet. Donc je vous disais que avoir le statut d'étudiant entrepreneur a des avantages. L'une des avantages, enfin,
Parmi ces avantages, on a cette possibilité-là. Un étudiant qui possède le statut national d'étudiant entrepreneur a la possibilité de substituer sa période de stage obligatoire par un temps dédié au travail sur son projet. Donc, ces étudiants-là vont de manière accélérée pour que leur période de stage, donc qui se fait finalement sur leur projet, puisse avoir un impact et donc faire évoluer très rapidement leur projet. Et nous avons un programme aussi dédié aux étudiants, donc jeunes diplômés qui sont dans notre parcours D2E, donc diplôme d'étudiant entrepreneur. Donc, ils vont aussi bénéficier des ateliers de formation, mais cette fois-ci plus poussés parce que c'est des jeunes diplômés et souvent, c'est des jeunes diplômés donc qui deviennent étudiants et qui ont un niveau d'avancement de leur projet qui est conséquent. Donc, l'accompagnement est adapté et on a d'autres formations qu'on fait ponctuellement. Euh, voilà, à travers des ateliers de co-développement notamment, où on prend des étudiants de différents projets, on les met tous ensemble et donc ça permet aux étudiants de pouvoir partager leurs projets à d'autres porteurs de projets et donc d'avoir des retours de personnes concernées par l'entrepreneuriat et donc de pouvoir faire évoluer leurs projets. Et sinon, au-delà de ces parcours et de ces dispositifs qu'on a, nous travaillons avec l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial local et de ce fait, nos étudiants ont accès à notre réseau, ce qui est important et leur permet de développer leurs projets. Eh ben, écoutez, merci de ces précisions. Effectivement, c'est riche, la palette est riche. On va peut-être, je vois que l'heure tourne, alors je pense qu'on va peut-être passer, je pense qu'il y a des questions déjà, donc on reviendra peut-être après sur le mot de la fin, mais peut-être pour regarder un petit peu quelques questions. Alors, je vois Anne-Claire me fait transmettre. Alors, une question pour la CCI peut-être sur l'évolution des chiffres de la création d'entreprises. Est-ce qu'elle suit la même tendance en 2020 que celle de 2018 et Alors, c'est un peu la 2019? question piège, celle-là. Oui, alors l'évolution est favorable, bizarrement, malgré la crise, les courbes tendent vers le haut. Après, je vous avoue que j'ai pas regardé dans le détail des statistiques de l'INSEE, mais nous, on constate vraiment qu'il n'y a pas de ralentissement dans le nombre de personnes qui souhaitent créer, dans le nombre de projets qu'on accompagne et les personnes qui contactent notre centre de formalité pour s'y matriculer. À l'inverse, on a même l'impression que la crise, enfin vous l'avez dit en tout début de matinée, Yolande, on a vraiment l'impression que la crise pousse les gens à envisager leur vie professionnelle d'une autre manière et à se tourner vers des projets portés par eux-mêmes, hein, donc création de leur propre emploi au travers d'une création d'entreprise. Une question là, alors plus particulièrement pour Pépite. Est-ce que ce service d'accompagnement au diplôme d'état d'étudiant entrepreneur existe dans le Rhône? Donc dans le Rhône, oui, il y a le centre d'entrepreneuriat de Lyon qui propose les mêmes accompagnements et qui est labellisé aussi Pépite. Et donc oui. Oui, aussi. Peut-être un site à donner sur le réseau Pépite. On les mettra dans la suite, mais si jamais vous l'avez Si vous voulez avoir des informations globales, vous tapez Pépite ouais, France sur Internet, vous d'accord. trouverez. Sinon, vous tapez Pépite et la ville que vous souhaitez, vous allez être redirigé. D'accord, merci. Une question concernant justement, alors voilà, par rapport aux titulaires de la fonction publique qui souhaitent créer leur entreprise et qui sont donc pas bénéficiaires de Pôle emploi, à qui peuvent-ils s'adresser? Alors, ça dépend, Alors, qui peut répondre à ça ça? dépend en fait de ce qu'ils cherchent. Ouais, Si c'est simplement de savoir s'ils ont le droit de créer une entreprise mhm, ou pas, là, je renvoie systématiquement vers leur service RH, leur hiérarchie ou le centre de gestion qui peut valider qu'effectivement, il n'y a pas d'incompatibilité. Si c'est une question par rapport aux aides éventuelles, il peut y avoir des aides spécifiques comme les prêts d'honneur qu'on a évoqués tout à l'heure. En revanche, et je laisserai la parole à Carole, pour ce qui est des aides de Pôle emploi, effectivement, ça va être plus difficile.
Alors en fait, il faut dissocier. Est-ce qu'on parle de titulaires qui vont rester titulaires de leur poste? Est-ce qu'on parle de titulaires qui veulent se mettre en dispo pour pouvoir créer et se consacrer à ça? Puisqu'après, effectivement, on sait que une personne en disponibilité donc sera pas indemnisée par la fonction publique. Elle peut par contre avoir une petite indemnisation de Pôle emploi si entre-temps elle retravaille dans le secteur privé un nombre suffisant de jours pour avoir une ouverture de droit secteur privé. Et dans ce cas-là, on revient sur la même logique que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait. Et après, une personne en disponibilité qui s'inscrit à Pôle emploi, donc si on parle du volet accompagnement, a tout à fait le droit de bénéficier des mêmes accompagnements qu'une personne qui a perdu son emploi sur une fin de contrat ou un licenciement. D'accord. On a une question aussi. Alors, peut-être c'est quelqu'un qui voudrait se former sur l'économie d'entreprise pour apprendre un petit peu à mieux maîtriser les concepts. Où est-ce qu'elle pourrait vers qui elle pourrait se tourner? Alors, on n'a pas beaucoup d'informations. Je sais pas qui avait demandé. On n'a pas son statut à la personne qui a écrit ça. Si elle peut préciser un petit peu, mais au moins pour suivre une formation sur l'économie d'entreprise. Les bilans, Ah la oui, sur compta, cet comment elle peut aspect-là. faire? Alors, le centre de formation de la CCI Mhm. Puy-de-Dôme, hein, je vais parler de ce que je connais. Donc, CCI Formation, qui est sur le site de la Pardieu à Clermont-Ferrand, a effectivement dans son catalogue des formations spécifiques, donc sur ces aspects gestion d'entreprise, savoir lire son bilan, son compte de résultats, avec plusieurs niveaux. Donc, la personne qui a posé la question peut regarder sur le site de CCI Formation le catalogue en ligne pour voir si elle trouve voilà, son bonheur parmi les formations proposées. Merci. Alors, deux questions pour Monsieur Diorté. La statut d'étudiant entrepreneur pose question. Alors, on me demande, est-ce qu'il y a un âge maxi pour les étudiants pour en bénéficier? Non, il n'y a pas d'âge maxi. La seule condition, c'est d'être étudiant, que ça soit en formation initiale ou en formation continue. D'accord. Une autre question sur finalement, si on se pose la question, quel est l'apport du diplôme d'étudiant? Quels sont les avantages finalement? L'avantage, en tout cas, euh, qu'on a constaté auprès de ceux qui demandent, c'est le fait de rester dans le statut, d'être étudiant, tout simplement. Parce que voilà, les jeunes qui finissent leur étude, qui obtiennent leur master et qui veulent continuer à travailler sur leur projet, bah, aimeraient garder les avantages d'une vie étudiante, enfin d'une carte étudiante et donc de travailler. Sinon, c'est aussi le fait que vous avez un an avec un accompagnement personnalisé pour développer votre projet. Donc, c'est un cadre idéal pour quelqu'un qui veut avancer dans son projet très très rapidement. D'accord. Et après, alors j'ai une question sur, je regarde vite fait, sur qui peut bénéficier. Alors voilà, quelles sont les conditions pour avoir l'ACRE? Alors peut-être L'ACRE Pôle n'est pas géré emploi. par Pôle emploi pour le coup, je n'aurais pas les Ouais. conditions en Alors, tête. je vais tenter de répondre dans ce cas. Donc, effectivement, l'ACRE est une Ah, exonération des alors, cotisations sociales de la première année d'activité. Depuis maintenant quelques années, l'ACRE est ouverte à tout nouvel entrepreneur. Voilà, vous devenez entrepreneur, automatiquement, vous bénéficiez de l'exonération de charges, sauf en micro-entreprise. Il y a eu un resserrement des conditions l'an dernier pour les micro-entrepreneurs. Donc, un micro-entrepreneur ne peut être éligible à l'ACRE que s'il est demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable. Ça veut dire que ses droits ne sont pas encore notifiés, mais il sait qu'il va en avoir. S'il est jeune de moins de 26 ans ou de moins de 30 ans souffrant d'un handicap, s'il est bénéficiaire de minima sociaux, puis il y a quelques autres petites conditions, reprendre une entreprise en difficulté, voilà. Mais pour les micro-entrepreneurs, on ne peut pas bénéficier de l'ACRE si on est micro-entrepreneur et salarié à côté, par exemple. Donc, les règles sont un peu plus dures pour les entreprises en micro. Sinon, il n'y a pas de formalité particulière. Hein. C'est voilà, vous immatriculez, l'URSSAF vérifie le statut de l'entreprise et exonère automatiquement. d'accord. Alors je vois que l'heure tourne là. Écoutez, j'ai peut-être une dernière question et puis après. Alors, il y a Fabienne qui demande, un jeune en alternance est-il éligible? Alors, éligible à quoi, Fabienne, si elle peut préciser?
Comme on parlait des formations CCI auparavant, je pense. C'est peut-être pour le statut d'étudiant entrepreneur. Alors Dans ce peut-être, cas, je ne sais la pas. réponse est oui, parce que Ouais, du coup, le jeune oui, est voilà. étudiant et donc est en alternance. Mais par contre, euh, du fait que le jeune est en alternance, il ne va pas pouvoir substituer son alternance sur un travail sur son propre projet. Ça ne pourra pas marcher. Mais du coup, un jeune en alternance est souvent un jeune étudiant, donc il peut prétendre au statut national d'étudiant entrepreneur. D'accord, bah merci. En tout cas, on va arriver au terme de ce webinaire. Merci pour votre engagement, merci pour vos questions. Je vais vous laisser cette fois le mot de la fin. On voit que ça sollicite quand même beaucoup de l'envie d'entreprendre est riche. Tout le monde peut entreprendre à n'importe quel âge finalement, quelles que soient les conditions, les niveaux de diplôme, c'est important. Alors néanmoins, peut-être un point de vigilance. Je vais vous laisser la parole à tour de rôle, peut-être pour préciser un conseil aux futurs entrepreneurs ou aux conseillers qui suivent les personnes qui souhaitent entreprendre. On peut Oui, peut-être alors commencer par Maria vraiment le Lombard. premier conseil que je donnerais, si vous accompagnez vous aussi des porteurs de projets ou si vous devez répondre à un certain nombre de questions, c'est vraiment de leur dire de prendre leur temps, de bien travailler leur projet, de bien valider toutes les étapes, bien faire attention au marché. Donc ça, c'est vraiment le point de vigilance, insister là-dessus. Et le principal conseil, c'est de ne pas créer seul. Enfin, on l'a vu, hein, le réseau d'accompagnement à la création d'entreprises est vaste et diversifié, avec beaucoup de choses, de conseils, d'accompagnement gratuits. Donc vraiment, un porteur de projet qui créerait tout seul dans son coin, ce serait vraiment dommage. Donc, inciter les porteurs de projets à se faire accompagner. Carole Jouvin, Si une je devais moi précision? apporter un point de vigilance, ça serait peut-être de dire aux demandeurs d'emploi qui communiquent bien avec son conseiller à chaque étape de son projet. Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'en fait, il y a des choix qui peuvent être faits en collaboration avec d'autres structures, mais qui vont impacter en fait le choix de Pôle emploi au niveau de l'ACRE ou au niveau de l'ARS, pardon, ou au niveau du maintien, notamment la fiscalité et le statut, qui sont pas forcément discutés avec Pôle emploi, mais pour autant, tout est lié. Donc, ne pas hésiter à communiquer le plus régulièrement possible, en fait. Monsieur Diorté? Moi, du coup, ça va être plutôt un conseil aux jeunes et surtout étudiants qui souhaitent entreprendre. C'est de se dire, se lancer dans un projet de création d'entreprise, euh, c'est un, c'est une valeur ajoutée sur nos compétences et nos qualités qu'on développe tout le long de nos études. Globalement, aujourd'hui, le diplôme seul ne suffit pas pour faire la différence sur le marché de l'emploi. Si un jeune diplômé, donc durant ses études qui a entrepris, peut justifier de ses qualités de porteur de projet, de personne qui a tenté au moins d'entreprendre, ça fera la différence sur le CV plus tard et donc ça facilitera l'intégration dans un monde professionnel autre. Et à côté de ça, si le projet aboutit, c'est la porte ouverte à l'impact qu'on recherche, au changement qu'on souhaite. Donc, portez vos projets, ne cherchez pas forcément la réussite immédiate, voilà, l'argent. Quand on parle de projet, souvent étant jeune, on pense très rapidement au capital, à faire beaucoup de chiffre d'affaires. C'est pas le plus important. Miser sur les compétences qu'on va acquérir et ces compétences, on peut soit les utiliser pour notre entreprise si ça marche, ou les utiliser si l'entreprise ne marche pas et si on doit aller sur un modèle salarial. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Et puis, si j'espère que ça a enrichi au moins vos connaissances, a amélioré vos compétences. Si vous voulez néanmoins aller plus loin, voilà, je vous ai dit en introduction que mon collègue Régis Berry avait mis à disposition sur le site de Via Compétences une sélection de sites pour vous accompagner, des ressources aussi en ligne. Donc ça, c'est notre site professionnel et sur notre site orientation Auvergne-Rhône-Alpes, si vous accompagnez dans le cadre de votre travail des personnes qui souhaitent créer une entreprise, vous pourrez retrouver dans notre rubrique Trouver ou créer son emploi des informations aussi pouvant
pouvant vous aider dans l'accompagnement. En tout cas, je vous remercie. Je remercie aussi mes intervenants de qualité qui nous ont éclairés sur le sujet. Et je vous dis à bientôt sur un autre webinar. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir.